Bonjour à tous et bienvenue au premier épisode d'Intemporel, un podcast fait par Meurtres et disparitions irrésolues du Québec ou MDIQ. Quelques-uns sont déjà au courant, ça fait un bon moment qu'on en parlait. Ben oui, puis enfin le moment est venu. Je suis vraiment contente d'être assise ici aujourd'hui. Puis je pense que je peux aussi parler pour toi, mais je suis vraiment contente puis heureuse de m'être embarquée dans ce projet-là. Ça nous a permis là de rencontrer des personnes courageuses, persévérantes, résilientes. Puis ce qu'ils ont en commun, ces personnes-là, c'est qu'ils ont vécu soit le meurtre ou la disparition d'un être cher. Puis vous allez voir là au cours des 4 prochains épisodes, puis oui, je dis bien 4 parce qu'en ce moment, c'est ce qu'on a prévu. On verra la suite des choses. Mais vous aurez l'occasion là, d'entendre certaines de ces familles venir raconter leur histoire. Puis aussi, vous allez voir, les cas qu'on va vous présenter, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont suscité un intérêt médiatique différent. Donc, ça va être peut-être intéressant aussi de faire le comparatif là, de tout ça. Ouais. Puis, entre autres, là, les personnes qui vont venir nous inviter vont nous raconter ça a été quoi les conséquences qu'ont engendré le drame là, familial sur leur vie. Aussi, ils vont venir nous raconter aussi le processus d'enquête, c'est quoi les théories qui persistent. Ouais. Fait que je pense que ça risque d'être fort intéressant. Puis ça, c'est dans le but aussi qu'on n'oublie jamais leurs proches. Puis peut-être qu'on parvienne à trouver de la vérité sur ce qui s'est passé. Ouais, absolument. Puis j'aimerais ça parler de la mission du podcast, Joanie, si ça te dérange pas. Le but du podcast, c'est vraiment de donner une voix aux familles par l'entremise de nouveaux médiums. Tu sais, les proches sont souvent oubliés par les médias traditionnels, par le public. Et c'est un peu de là que vient le nom du podcast Intemporel, qui veut dire être étranger au temps. Tu sais, les victimes collatérales, ils sont dans une attente interminable parce que la recherche, l'enquête sont comme suspendues dans le temps. Donc, on trouvait qu'Intemporel, c'était un bon nom qui s'appliquait aux sujets qui vont être traités dans ce podcast-ci. Avant qu'on continue, Joanie, est-ce que tu voudrais expliquer c'est quoi MDIQ, l'organisme dont on fait partie et qui a permis de mettre en œuvre le projet? Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous connaissent pas, dans le fond. Ben oui, puis depuis tantôt, on parle de MDIQ ou Meurtres et disparitions irrésolues du Québec. Fait que je pense que c'est bien là, de l'introduire. En fait, c'est un organisme à but non lucratif qui a été créé en 2017 par Stéphane Luce. Puis entre autres, là, on a comme mission de donner de la visibilité aux victimes oubliées, de les médiatiser. Aussi, on aide à résoudre des dossiers irrésolus de personnes assassinées ou personnes disparues dans des circonstances assez nébuleuses, voire inquiétantes. Je sais aussi qu'on soutient les familles dans leur démarche, on les accompagne. Aussi, on s'engage là, à promouvoir les intérêts et les droits des victimes collatérales. Puis ici, entendez bien, les familles. Oui. J'aimerais ça rajouter aussi qu'on a des enquêteurs privés qui ont un permis émis par le BSP comme toi. On fait affaire avec des plongeurs, on fait des recherches avec des chiens entraînés, on met des affiches sur les camions de voyagement. On liaise beaucoup avec les autorités aussi au nom des familles. Donc, on a comme une panoplie là, d'initiatives pour aller supporter les familles. Ceci dit, je pense que ce serait aussi pertinent là, que tu nous dises à quoi on doit s'attendre aujourd'hui pour l'épisode. Oui, bien aujourd'hui, on reçoit les enfants de Françoise Guilbeault, une dame qui est disparue en 1973 après avoir quitté son domicile familial et on l'a pas revu par la suite. Donc, je m'attends à un épisode assez émouvant. Ouais, sur ce, bonne écoute, bon podcast! Bon podcast! Pour ce qui est des recherches concernant la disparition de Françoise Guilbeault, je vous avoue que ça a été très peu fructueux, là, sincèrement. On a trouvé un peu d'informations sur le site de la Sûreté du Québec, mais après ma barre, on dirait que Françoise Guilbeault a vraiment pas suscité d'intérêt médiatique. Il y a très, très, très peu d'informations sur elle, malheureusement. Puis Sabrina, je te laisserai peut-être faire un résumé des faits selon les articles qu'on a trouvés. Ben oui. Le 30 mai 1973, Françoise Guilbeault a quitté son domicile familial, situé sur la rue Précieux-Sang à Joliette. Elle aurait laissé une note à son époux disant de s'occuper des enfants, puis elle aurait acheté un billet d'autobus en direction de Montréal. Puis sa disparition a été reportée par son époux le 1er juin. Sinon, on sait qu'elle a été revue au magasin Eaton à Montréal quelques mois après, donc le 27 décembre, et ça serait par une connaissance. Mais là,
Je sais pas si c'est quelqu'un est-ce que c'était un rendez-vous ou si c'était quelqu'un qui l'a juste vu. Ça, j'ai pas été capable d'avoir plus d'informations sur l'événement. Mais sinon, on sait aussi qu'elle avait 31 ans au moment des faits. Donc, quand on fait une recherche en ligne là, sur Françoise, c'est vraiment tout ce qu'on trouve dans les médias. Il n'y a pas grand-chose. Est-ce que ça t'étonne qu'on n'a pas plus d'informations? Si ça m'étonne, sincèrement, je pense que ça correspond bien à l'époque. Tu sais, on se le cachera pas, en 1973, l'ère numérique n'était pas celle qu'on connaît aujourd'hui. Tu sais, actuellement, c'est facile là, d'avoir accès à de l'information, aussi de la propager à travers le monde en un seul clic. Fait que je pense que ça a vraiment joué là, contre Françoise. Oui, c'est vrai. Puis peut-être aussi le fait qu'il manque d'éléments concrets. Il n'y a pas vraiment de vidéos, il n'y a pas beaucoup de témoignages, il n'y a pas de rebondissement dans l'histoire non plus. Fait que peut-être que le manque de sensationnalisme fait que ça a moins attiré comme l'intérêt des médias puis du public. Puis oui, puis je pense qu'on pourrait creuser davantage là, pour savoir tous les éléments, les raisons pour lesquelles Françoise a suscité peu d'intérêt médiatique. Mais c'est pour ça que ça va être intéressant d'avoir l'opinion là, de la famille, savoir ce qu'ils en pensent de tout ça. Fait qu'on va les accueillir. Ben oui, ben aujourd'hui, on a Chantal, Joël et Isabelle, les enfants de Françoise Guilbeault. Comment vous allez aujourd'hui? Ça va bien? Ça va bien, merci. Oui. Ben, merci beaucoup d'être là avec nous. Ça nous fait vraiment plaisir. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes excité? Est-ce que vous êtes stressé? J'avoue, ça fait toujours drôle un peu de reparler de ma mère. C'est pas notre sujet de conversation de tous les jours, toutes les semaines, mais ça nous fait tout le temps plaisir. Ben c'est ça, tu sais, depuis 1973, ça fait quand même un bon bout de temps. Ouais. Donc, on sait que vous étiez jeune à l'époque, mais là, je crois que c'est la première fois que vous en parlez publiquement hein, de votre mère. Oui. Et qu'est-ce qui fait que ça vous a tenté de venir en discuter finalement publiquement? Ben, je pense que l'occasion fait le larron. Tu sais, l'opportunité que vous nous avez offerte. Meurtre et disparition, quand même, est arrivé il y a quelques mois, je dirais, dans nos vies, avec suite à l'intervention de Patricia Ferguson. J'avais été mettre un commentaire sur la page de Marie-Christine Bergeron. Et puis, Maryse Saint-Germain a communiqué avec moi, puis est intéressée un peu d'entendre parler de notre histoire. Donc, quand vous avez communiqué avec nous pour proposer le podcast, on s'est dit, nous, on n'a rien à perdre. Tout à coup, qu'il y a quelqu'un qui aura envie de nous partager un bout de cette histoire, qui sait quelque chose qu'on ne sait pas, puis que ça pourrait nous amener à avoir d'autres réponses à nos questions. Oui, oui. Puis, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. On est vraiment contents de vous avoir. Puis, pour situer un peu ceux qui nous écoutent, est-ce que vous voulez nous dire, vous décrire, puis nous dire, vous avez quel âge au moment de la disparition de votre mère? Je vais commencer. Donc, je suis Chantal. Je me suis toujours dit l'aînée, mais en fait, on a un frère aîné. André avait 1 an plus vieux que moi, est décédé à l'âge de 3 mois. Donc, mais moi, je me suis toujours dit l'aîné, étant donné que, voilà, l'aînée vivante. Et puis, au moment de la disparition de notre mère, moi, je venais d'avoir 8 ans. Moi, je suis de la fin avril. Donc, à la fin avril, j'ai eu 8 ans. Puis, elle est partie à la fin mai. Donc, je venais juste de tourner mes 8 ans. Moi, c'est Joël. J'ai 54 ans, bientôt 55. Au moment de la disparition de Françoise, j'avais 4 ans. Puis, elle a disparu fin mai. Moi, ma fête est début août, c'est que j'avais près de 5 ans. Ouais. Et moi, je suis Isabelle et j'avais 2 ans lors de sa disparition. Donc, je suis un petit bébé. C'est ça. Je sais qu'on avait discuté du fait que, tu sais, malgré que vous soyez jeune, vous aviez peu de souvenirs et tout ça, mais je trouvais que c'était quand même intéressant là, de vous recevoir aujourd'hui parce que, veux pas, il y a eu des conséquences sur votre parcours de vie, là. Malgré que vous soyez enfant, ça a dû avoir des impacts. Vraiment. Fait que je suis vraiment contente de vous avoir aujourd'hui. C'est gentil de nous inviter. Merci. Oui. Puis, on enchaînerait avec la médiatisation des faits selon les médias. Un peu ce qu'on vient de dire, là. Vous avez pu entendre le résumé des faits, des articles qu'on a trouvés.
Je voudrais savoir si, selon vous, la quantité d'articles, on a dit qu'il y en avait très peu, est-ce que c'est représentatif de ce qui a été fait à l'époque, la médiatisation de l'époque, puis encore actuellement? Bien, je pense qu'on était très jeunes, fait qu'on n'était pas conscient de la possibilité de médiatiser une situation comme celle-là. Comme tu l'as dit quand même, on est en 73, ça fait qu'on n'est pas dans les médias sociaux comme on l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, elle disparaîtrait, puis tout à coup, sa photo serait là dès demain. Donc, fait que dans ce sens-là, puis honnêtement, moi, j'ai jamais pensé plus. Tu sais, à un moment donné, j'ai cherché, j'ai rien trouvé. Mais en même temps, je me dis, c'est peut-être l'époque. Puis il y avait le fait que, quand même, parce que il y a bien longtemps, j'avais quand même essayé d'avoir de l'information. Puis ce qu'on me disait, ben tu sais, quand une femme de 31 ans quitte le foyer, c'est pas comme l'enfant de 6 ans qui rentre pas souper à 6 heures le soir. Donc, c'était comme si c'était normal qu'une femme de 31 ans puisse décider de quitter son foyer. Fait que je pense que ça aussi, ça a joué en termes de ce qu'on a vraiment vu ça comme un départ volontaire plutôt que comme une disparition et peut-être même un homicide, on ne le sait pas. Ça, puis est-ce qu'il y a des membres de votre famille, votre père, des proches qui ont essayé de mettre ça plus de l'avant dans les médias ou, comme vous avez dit, c'était plus considéré comme une disparition volontaire, donc on n'a pas vraiment fait plus de démarches, comme vous. Bon, vous étiez trop jeune, évidemment, là, mais est-ce qu'il y a des membres de votre famille? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas eu. Là. Je pense que ça n'a pas été médiatisé. À un moment donné, j'avais fait une recherche dans la BANQ. J'ai trouvé plein de choses. La naissance de Chantal, le baptême à Isabelle. Mais j'ai jamais rien trouvé sur la disparition de mon C'est mère. Intéressant, hein, d'avoir... Ça a comme trouvé plein de choses, mais rien qui parlait qu'une femme était disparue à Joliette. OK, puis est-ce que vous pensez ça que aussi, ben oui, c'était en 1973, mais est-ce que le fait que ça c'est peut-être vu comme une disparition volontaire, qu'il manquait comme d'éléments concrets, ça a pu aussi jouer dans le fait que ça a été plus comme... Moi, j'ai l'impression aussi qu'au départ, on pensait peut-être pas que c'était une disparition. Tu sais, parce qu'on pensait peut-être qu'elle allait revenir. OK, fait que c'était ça un peu la mentalité. Puis je dis ça sous toute réserve parce qu'on ne sait pas vraiment, mais je pense qu'il y avait peut-être ce facteur-là où on a pensé, bon, elle avait peut-être plein son casque, puis elle avait besoin d'une pause, puis qu'au final, elle allait revenir parce que c'était vraiment... tout le monde était étonné de ce départ-là. Parce que c'était une femme qui aimait beaucoup ses enfants, qui était très... tu sais, elle était quand même institutrice, mais elle était quand même une mère au foyer avec de jeunes enfants. Fait que je pense que peut-être qu'on pensait pas que c'était une réelle disparition. C'est les années qui ont dit, ben là, ça fait longtemps. Pas de nouvelles du côté de sa famille, pas de nouvelles du côté de la nôtre. Donc, tout à coup, on a peut-être eu plus conscience. Oui, puis ça fait quand même 50 ans. Est-ce qu'au cours des années, tu sais, vous avez grandi, vous avez atteint la maturité, est-ce que vous avez entamé des démarches de votre côté ou des membres de votre famille après 10, 20, 30 ans? Ou peut-être qu'aujourd'hui, c'est la première fois. Oui, c'est peut-être aussi. Que vous avez dit, bon, en termes de médiatisation, on n'a jamais vraiment cherché. Hein? Non. Ben, on a fait des recherches par certains moments. Je me souviens d'avoir été à la Sûreté du Québec, à Partenay, rencontrer un enquêteur, puis dire... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux voir ce dossier-là? Puis il me dit, non, c'est secret. C'est ma mère, j'avais 4 ans quand elle est partie. Pas, c'est morte, c'est pas moi qui l'ai tuée. J'aimerais voir ce qui est écrit dans le dossier, puis c'était pas possible. Pas d'accès au dossier. Non, je pense que même aujourd'hui, après 50 ans, mais... C'est frustrant. Hein? Même avec la loi d'accès à l'information, je pense que c'est pas possible, parce que c'est encore un dossier qui est ouvert, malgré les années. Mais des fois, je serais curieux de voir qu'est-ce qui s'est dit, qui a dit quoi à tel moment, puis les recherches se sont tournées vers quel côté, puis... Mais ça, c'est pas possible. Qui a été rencontré? Oui, qu'est-ce que ces gens-là ont dit? Je sais qu'il y a une de ses sœurs qui a quand même fait des démarches, entre autres après le départ, de vérifier au niveau des hôpitaux. Est-ce qu'elle serait, ça serait retrouvée hospitalisée quelque part? Fait qu'elle a cherché à trouver.
mais sans rien. Puis en effet, moi, en 97, j'avais fait une demande d'accès à l'information du côté de la Sûreté du Québec. Puis ça, c'était pas possible parce que c'est ça, c'est un dossier ouvert. Okay. Donc, c'est comme si tout est protégé. Fait qu'on réussit de temps en temps à aller chercher une petite bribe d'information de plus parce que c'est un nouvel agent qui est là, qui va dire oui, en effet, ou qui va, tu sais, juste confirmer quelque chose qu'on va nommer, mais sans plus. Ouais, là, j'ai comme plein de questions par rapport à ça, mais avant qu'on se lance dans le vif du sujet, là, puis les faits de la disparition, j'aimerais ça qu'on parle un peu de Françoise Guilbeault, si ça te dit. J'aimerais ça savoir quel genre de personne elle était, comment, c'était quoi, les souvenirs. Je sais que vous étiez jeune, encore une fois, on le répète, mais de ce que vous vous souvenez, en tout cas, plus vous deux peut-être, là, de ce que vous vous êtes fait dire aussi par vos proches, par votre père. Je vais vous laisser aller, mais on aimerait ça avoir une idée un peu de c'était qui, Françoise. Bien, c'était certainement une mère très aimante. Moi, mes souvenirs étaient vraiment de douceur. Tu sais, moi, je me souviens que le soir, avant de me coucher, elle me jouait dans le dos. Tu sais, on appelait ça les chatouilles dans le dos. Ouais. Je me rappelle de ça, qu'elle était beaucoup, tu sais, elle nous caressait et tout ça. Fait que moi, je garde certainement des précieux souvenirs de ça. C'était une femme qui aimait être à la maison avec ses enfants. En même temps, ben c'est ça, elle a quand même été enseignante. Donc, je pense qu'à un moment donné, elle a fait le choix de rester plus à la maison. Mais moi, je me souviens quand même qu'elle faisait du remplacement. Dans les écoles primaires, parce que j'espérais toujours qu'à un moment donné, ça soit dans ma classe qu'elle vienne remplacer. Tu sais, parce qu'au moment de son départ, moi, j'étais en 2e année, là. Fait que, donc, ça n'était pas... Elle n'était pas toujours au travail, elle était plus à la maison. Puis parfois, elle faisait du remplacement, c'est ça? OK. Ouais. Okay. Ben, je pense qu'avec 3 jeunes enfants, des fois, ça s'impose, en tout cas, dans ce temps-là. Peut-être que les garderies étaient peut-être moins ce que c'est aujourd'hui. Puis, elle était très aimée de tout son entourage. Ça fait qu'elle était quand même très près de la famille de mon père. Moi, mes oncles, mes tantes ont presque mon âge, là, tu sais. Ça commence avec 4 ans de différence, 5 ans de différence. Fait que je suis quand même assez près de mes oncles, mes tantes. Puis, eux l'adoraient. Donc, elle était vraiment la chouchou, je dirais, de la famille Varin, certainement. Donc, fait que c'est beaucoup ce qu'on nous en a parlé d'elle, c'était sa douceur, puis vraiment l'incompréhension qu'elle ait pu abandonner ses enfants. OK. Fait que c'était quand même assez surprenant qu'elle quitte, là. Oui. OK. Donc, vous avez une belle enfance, de ce que vous vous souvenez, là, jusqu'à son départ. Là, jusqu'à son départ, mais je dirais même après, parce que mon père est un homme de famille, c'est un rassembleur. Fait que, puis je sais même qu'il y a une de mes tantes du côté de ma mère qui lui avait proposé de nous prendre pour s'occuper de notre éducation et tout ça. Puis mon père, puis ça c'est toujours le plus beau cadeau, hein, il a toujours dit ça, le plus beau cadeau qu'il nous a fait, ça a été de nous garder ensemble avec lui. Donc, on était, dans ce sens-là, on était très chanceux. On n'a pas été séparés. Non, c'est ça. Oui. Dire un d'un côté, puis l'autre de l'autre côté. Ça aurait été... Ça serait une autre tragédie pour nous, certainement. Ça serait une autre histoire. Ben, c'est ça, là, ça vous a permis de rester solide, de vivre ensemble, on est vraiment un clan. Ben, ça paraît aussi, ça paraît que vous êtes proches, puis c'est vraiment beau à voir. Vraiment. Oui, c'est ça. Puis, sinon, tu sais, est-ce que vous vous êtes fait dire qu'elle avait des projets, des passions? Est-ce que, tu sais, quand elle pensait à son futur, est-ce que vous savez où qu'elle s'enlignait? Des ambitions. J'en ai aucune idée. Ben, c'est correct. Non, moi non plus. Pas entendu de ce côté-là. Puis honnêtement, c'est pas une question non plus qu'on a posée. Fait que je me dis, c'est sans doute une question que je poserai. Je sais qu'elle faisait de la couture. Elle aimait la couture. Puis, mais sinon, OK. C'est bien parfait. Puis, est-ce que votre père vous en a parlé beaucoup en grandissant? T'sais, j'imagine qu'il y a un moment où vous avez dit, bon, vous avez parlé de ce qui s'était passé, votre mère, bon, comment ça s'est passé ce moment-là où vous avez dit que, à 4 ans, 2 ans, éventuellement, il m'a dit, bon, elle est partie, elle ne peut-être pas.
pour ma part, moi, ce que je peux dire, c'est que étant petite, j'ai mis ça très loin, le plus loin de moi possible. J'ai pas été abandonnée, vous comprenez? C'était pas parce que moi, je le vivais comme un abandon. Donc, je voulais pas vraiment parler. Si quelqu'un aurait voulu vraiment parler, même entre nous, on jasait pas. On n'en parlait jamais, ça. c'était un sujet qu'on parlait jamais. Non, c'est arrivé beaucoup plus tard. Là. Ouais. Je pense quand j'ai atteint peut-être la à vingtaine, l'adolescence. à un moment donné qu'on a eu, mais moi, je mettais ça trop. J'en parlais même pas à mes amis. J'étais pas. Puis votre père non plus, il en parlait pas. C'était plus comme dans le déni, si je comprends. Ben, mon père était privé avec sa vie privée d'une part. Puis, après le départ de maman, c'est devenu un secret de famille. Bien gardé. Fait que pendant des années, même que l'été qui a suivi, parce que nous, dès que les classes terminaient, on avait un chalet au bord de la rivière, puis on s'en allait, on passait les étés au chalet. Puis moi, j'avais une amie qui était la seule qui vivait là à l'année, fait que je la retrouvais à chaque été. Elle s'appelait Françoise aussi. Puis cet été-là, quand on est arrivé, elle m'a demandé où était ma mère. Puis, j'ai raconté une menterie. J'ai dit que ma mère était à l'hôpital. Okay. Puis, elle est revenue à un moment donné en me disant, ben, peux-tu me dire à quel hôpital? Parce qu'on y enverrait des fleurs. Puis là, je me souviens pas l'histoire que j'ai racontée pour me sortir de ma menterie. Mais, puis après ça, à un moment donné, parce qu'on vivait à Joliette, puis on est déménagé à Saint-Jérôme. Puis quand on est arrivé à Saint-Jérôme, j'ai jamais partagé avec mes amis que, éventuellement, cette femme qui était chez nous était en réalité notre belle-mère. Okay. C'était vraiment un secret bien gardé. C'est devenu vraiment un secret de famille pendant très longtemps. Mais pourquoi c'était un secret de famille? Est-ce que, tu sais, vous étiez jeune quand même? Il y a sûrement quelqu'un qui vous a dit c'est plus privé ou... Ben, c'est ça, si votre père en parlait pas, peut-être. Ben, il en parlait pas. On faisait juste pas en parler. Non, c'est ça. Ben moi, je t'avouerais que, tu sais, à son départ, là, j'ai été une semaine que je suis pas allée à l'école, après son départ. Puis ça, je me souviens qu'on m'avait dit, parle pas de ça à l'école. OK. Fait que, parfait. Moi, j'en parlais pas à l'école. Fait que quand je suis arrivée à l'école, mon enseignante le savait toutefois. Puis les élèves, parce que j'étais dans une classe où est-ce qu'on faisait une prière à tous les matins là, pour commencer la journée à l'école. Puis les élèves cherchaient, mes amis cherchaient à savoir parce qu'ils faisaient une prière pour nous. Mais c'est resté un secret bien gardé très longtemps. Puis qui t'avait dit ça, de garder ça pour toi? Je sais pas si c'est mon père, c'est-tu la famille. Honnêtement, je me souviens pas, mais je sais juste que c'était clair que je retournais à l'école et j'allais pas en parler. Mais vous en parlez pas avec les tantes, les oncles? Beaucoup avec ma grand-mère paternelle, moi, parce qu'elles étaient très proches, ces deux femmes-là. Les premières années où, quand mes parents se sont mariés, ils habitaient la maison voisine de mes grands-parents. Puis moi, mes 3 premières années de vie ont été à cette maison-là. Fait que, tu sais, c'était le même driveway. Fait que je courais chez grand-maman, moi, déjeuner le matin, puis tout ça. Fait que j'en ai beaucoup parlé avec ma grand-mère pendant des années, là, tu sais, à différents moments. Puis elle pouvait pas croire qu'elle allait mourir un jour sans savoir. Et finalement, ça sera arrivé. OK. Puis elle, ça... Parce que ce qui m'intéresse aussi, là, dans ce que tu dis, c'est qu'elle semblait quand même très proche de ta grand-mère. Oui. Fait que est-ce qu'elle a déjà mentionné son désir de vouloir quitter? Est-ce qu'elle avait une vie cachée? Votre mère était-elle cachetière? Tu sais? Non. Fait que, oui, elle devait être cachetière si elle avait un plan, parce que définitivement, je pense que tu peux pas partir de chez vous une journée sans y avoir pensé avant, là, à moins d'être en psychose, mais c'était pas le cas. Fait que non, il y a personne qui a pensé que Françoise pourrait partir et définitivement pas sans ses enfants. Puis, est-ce que vous êtes au courant si
Ben, sûrement pas, sinon vous l'aurez mentionné, mais si elle voyait quelqu'un d'autre, est-ce qu'elle aurait pu partir avec une autre personne? Ça a été dans les rumeurs. OK. Parce qu'il y a eu multiples rumeurs. Fait que des causes, il y en a eu de toutes sortes. Laquelle, est-ce qu'il y en a une qui est bonne là-dedans, on ne le sait pas. Mais il y avait quelqu'un qui était venu refaire la décoration du salon chez nous. Okay. Puis cet homme-là avait été suspecté peut-être. Okay. Mais tu sais, je ne sais pas, ça c'est quelque chose que j'aurais aimé lire dans le dossier de la police. Est-ce que c'était vraiment, est-ce que c'est une vraie histoire ou c'est une rumeur? Je n'en suis pas certaine. Mais elle serait peut-être partie avec cet homme, apparemment, qui aurait été porté disparu en même temps qu'elle. Oh, OK, intéressant. Puis est-ce qu'aujourd'hui, on sait où est cet homme-là? Non, pas à ma connaissance. OK, ça c'est on n'a pas, on nommerait pas. OK, mais on je le nommerai pas, mais je pourrais mais vous savez c'est qui. OK, intéressant. Puis sinon, c'est ça, est-ce que ça faisait longtemps qu'elle était avec votre père? Est-ce qu'elle semblait heureuse avec votre père? C'est comme tout semblait aller bien ou... Ouais, je sais pas. Non, je comprends. Ben, je pense que oui. Ça faisait quand même, tu vois, ils se sont mariés en 63 puis elle est partie en 73, donc 10 ans. Il a quand même, au bout de 10 ans, fait refaire des alliances. Ça fait que tu te dis, OK, parce que quand ils se sont mariés, c'était l'or blanc la mode, puis quand 10 ans plus tard, c'était l'or jaune. Fait que, puis... ah oui, oui. C'est vrai. Toi, t'en as un bout, puis moi, j'ai l'autre bout. Puis... c'est ça, fait que... OK. Moi. Mais ce qu'on sait peut-être, c'est que mon père était... Puis ça aurait été la vie de mon père, là. C'était un homme de relations publiques, quelqu'un qui aime le monde, de rencontrer des gens. Ça, c'était dans sa nature, très à l'extérieur. C'est aussi quelqu'un qui a côtoyé le milieu politique. À l'époque, il s'était présenté à la mairie de Joliette. Il ne l'a pas gagné, mais il s'y était quand même présenté. Puis, je pense que dans ce sens-là, peut-être que c'est là qu'il y avait une distance, peut-être qui s'est créée entre eux. Puis là, je dis peut-être, parce que je ne sais pas trop. Mais le fait que lui était plutôt un homme qui aimait être à l'extérieur. Puis, naturellement, avec 3 jeunes enfants de notre âge, maman, c'était plus à la maison. Fait que je peux imaginer qu'elle est venue fatiguée, puis qu'à un moment donné, elle se disait, c'était peut-être pas la vie de famille qu'elle avait espérée. Oui, c'est sûr. On a parlé hors caméra que une des raisons aussi pourquoi vous n'en avez pas parlé avant, c'était pour protéger votre père. Est-ce que vous pouvez développer là-dessus? En fait, quand on avait reçu l'invitation à participer aux retrouvailles de Claire Lamarche, à ce moment-là, on a fait un premier conseil tous les 3, puis ensuite on a proposé de rencontrer mon père tout seul après une rencontre de famille. Et puis, mon père nous a dit, je vous empêcherai pas de faire ce que vous voulez. Alors, mais vous savez, moi, c'est une histoire qui est derrière moi maintenant. Donc, on a eu cette discussion-là avec lui, fait qu'on savait qu'il nous laissait totalement libres, puis il était conscient que pour nous, retrouver notre mère, c'était quand même important. Mais nous, ensuite, après cette rencontre-là, on s'est rassis tous les 3. Puis on a dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Puis on savait quand même que mon père était une personne... c'est ça, de public, et que c'est sûr qu'il y avait du monde qui allait dire qu'il avait vu les enfants Gilles à la télé, parce que Varennes, c'est pas commun, puis que ça allait ramener toute cette histoire-là pour lui, puis c'est à ce moment-là, on s'est dit, non, il va pas. Mais sa première réaction, quand il a su qu'on voulait le rencontrer. Quand il a su qu'on voulait le rencontrer, la première réaction qu'il a eue, c'est qu'il l'a retrouvé. Parce qu'on ne demandait pas des rencontres comme ça, juste nous. Non, Puis, donc, je pense qu'il pensait encore que peut-être qu'on allait réussir à la retrouver. Il y avait peut-être espoir aussi. Oui. Oui. Ouais. Puis, à ce moment-là, quand j'ai rappelé Claire Lamarche, en tout cas la recherchiste, pour dire qu'on allait céder notre place à quelqu'un d'autre, on nous a quand même proposé si on voulait utiliser
leur enquêteur. Et puis, donc, j'avais écrit une lettre à cet enquêteur en disant, ben voici, tu sais, l'information qu'on a sur elle, numéro d'assurance sociale, date de naissance, etc., etc. Wow. Puis, il n'y a rien qui a été trouvé. OK. Fait qu'elle n'a pas utilisé rien depuis sa disparition. Non. Non, puis ça a été reconfirmé il n'y a pas si longtemps avec la Sûreté du Québec. Pardon. Avec la Sûreté du Québec, qui ont quand même vérifié au niveau d'assurance maladie, etc., passeport, et puis ils n'ont rien trouvé. Oui, c'est ça. Est-ce qu'elle est partie? Ben, je pense qu'on peut rentrer un peu dans les faits de la disparition, là, plus concrètement. Ben, premièrement, pouvez-vous parler de la journée du 30 mai, de ce que vous vous rappelez, de ce que vous êtes fait dire, la journée qu'elle est disparue? Est-ce que c'était une journée d'école? Moi, malheureusement, non. C'est un bébé. Oui. Mais cette journée-là, tu devais être avec ta mère, si elle était femme à la maison, sûrement? Oui, sûrement. Moi, ce que je sais, c'est quand même qu'elle a téléphoné à une gardienne. Je sais pas si la gardienne a été vue ou rencontrée ou quoi que ce soit, mais elle a appelé une gardienne. Elle lui a dit qu'elle allait magasiner. Je vous dis ce qu'on m'a dit, puis tout ça, parce que j'étais vraiment un bébé, donc il fallait qu'il y ait quelqu'un pour venir à la maison s'occuper en attendant que Chantal revienne de l'école, et Joël était sûrement à l'école aussi, ou en maternelle, je ne sais pas, à ce moment-là. Donc, c'est ce que moi, je sais de ce bout-là. Ouais. Moi, je suis partie à l'école le matin. Je peux pas dire que je me souviens du matin, mais c'était une journée où j'allais à la fête d'une amie après l'école. Donc, je revenais pas directement après les classes à la maison. Puis, quand je suis arrivée, il était 7 heures. Puis, la gardienne était là, puis elle a couru dans le driveway parce que apparemment, qu'elle connaissait le papa de mon ami qui me reconduisait chez moi. Okay. Sauf qu'il est parti trop vite, fait qu'elle n'a pas eu la chance d'y parler. Puis, moi, j'ai demandé où est-ce qu'était ma mère, naturellement. Puis, elle m'a dit, ta mère est partie magasiner, puis elle devrait revenir bientôt. Donc, en principe, elle aurait fait venir la gardienne à 2 heures chez nous. Puis, elle y avait dit qu'elle partait magasiner pour une couple d'heures. Elle devrait être de retour à 4 heures. Puis moi, je suis arrivée à 7 heures, puis elle n'était pas là. Puis là, on a commencé à se dire peut-être, tu sais, la gardienne s'est voulue quand même rassurante en me disant, peut-être qu'elle a rencontré des amis, puis qu'elle est allée souper, puis elle va arriver. Donc, la gardienne, si je peux interrompre, est-ce qu'elle, c'était déjà prévu comme la veille qu'elle vienne, ou c'était impromptu, elle s'est fait appeler? Elle s'est fait appeler, je crois, le 30 mai. Comme ça, là, peux-tu venir finalement? Ouais. OK, c'était pas planifié. Est-ce que c'était dans ses habitudes de demander à vous faire garder pour ensuite aller magasiner? Dernière minute aussi, comme ça? Je veux dire, demander de nous faire garder sans doute parce que quand même, ils avaient des soirées, tu sais, mes parents sortaient, mon père était quelqu'un qui aimait sortir, fait que, puis je veux dire, vous avez 30 ans, fait que je peux imaginer que des fois, sortir au resto, ou en tout cas, tu sais, c'est ça, se sauver des enfants, en tout cas. Mais est-ce que c'est arrivé souvent qu'elle appelle à la dernière minute? Je pourrais pour aller magasiner aussi. Je pourrais pas vous dire. Mais, tu sais, elle est partie, apparemment qu'elle est partie avec les vêtements qu'elle portait et sa sacoche. C'est tout. Fait qu'elle n'est pas partie avec une valise, là, en dessous du bras, là, qui aurait pu laisser soupçonner que c'était pas du magasinage que ça en allait faire. OK. Puis Sabrina avait mentionné, là, lorsqu'on faisait la description des faits selon les articles qu'on a trouvés, qu'elle avait acheté un billet d'autobus. Est-ce que ça a été vérifié, ça? L'agent de la Sûreté du Québec nous a confirmé que ça avait été vérifié. Puis, ils ont parlé à la personne qui aurait vendu le billet. Donc, effectivement, elle aurait acheté un billet pour Montréal. Juste aller ou aller-retour? Ouf! Vous savez pas. Bonne question. Puis, comment on sait qu'elle a acheté un billet? Est-ce qu'on l'a vu, elle a acheté un billet? Ça a l'air que la personne qui aurait vendu le billet aurait confirmé qu'elle avait vendu un billet à cette femme-là. Le jour même, je pense pas que c'est un billet qu'elle a acheté longtemps d'avance. Sûrement qu'elle s'est rendue. Je présume que non. Oui, c'est ça. Je présume que non. Puis, finalement, le 30 mai, là, c'est ça, vers 8 heures, il y avait un papier chiffonné qui était tombé de la poubelle. Fait que j'ai ramassé le papier, puis j'ai ouvert le papier. Puis c'était le début d'un message pour mon père.
Fait que là, je me suis mis à pleurer, j'ai appelé ma grand-mère. Là. Mes grands-parents étaient comme nos sauveurs tout le temps. Ouais. Fait que là, j'ai appelé ma grand-mère, puis j'ai lu le début de ce message-là, puis elle m'a dit, ben non, t'inquiète pas, ma petite fille, ta mère va arriver bientôt. Puis autour de 9 heures, j'ai eu un flash que des fois, maman laissait des messages sur le dessus du frigo. Et puis, j'ai grimpé sur le comptoir, puis j'ai trouvé la note qu'elle a laissée à mon père. Fait que j'ai rappelé ma grand-mère en pleurant, puis en disant, ben là, je sais pas où est-ce qu'est mon père, puis il faut parler à mon père. Puis ma grand-mère a tout de suite dit, t'inquiète pas, on arrive. Okay. Eux habitaient à peu près à 20 minutes de chez nous. T'inquiète pas, on arrive, puis on va trouver ton père. OK. Fait que donc, il y avait 2 notes, si j'ai bien compris. Ben, en fait, il y avait un début de note qui avait été chiffonné, mis à la poubelle, puis que, par hasard, était tombé de la poubelle. OK. Puis ensuite, ben, il y avait la note comme telle. Ça disait quoi? Ben, ça disait, j'espère que, à mon cher Gilles, j'espère que les enfants seront dans un foyer normal. Okay. Et puis, ta Françoise. Puis c'était fini avec un petit fion comme ça. Puis qu'est-ce qu'elle pourrait sous-entendre par un foyer normal, selon ben, je pense pour elle d'être à la maison, d'avoir un couple qui est à la maison avec ses enfants. Moi, je pense que pour elle, c'était ça, un foyer normal. Okay. En tout cas, c'est l'interprétation que j'en ai fait. OK. Puis votre père a pensé quoi de cette lettre-là quand vous lui avez montré? Bien, honnêtement, moi, mon père est arrivé ce soir-là vers minuit, puis je m'en rappelle parce que à 8 ans, se coucher à minuit, ça n'arrivait pas. Ouais. Fait que, à part à Noël, qu'on passait la nuit debout, là, mais sinon, ça n'arrivait pas. Puis, je peux pas trop me rappeler. Je me rappelle juste de lui le matin où je me suis relevée parce que j'ai demandé pour dormir dans son lit ce soir-là. Puis la chambre était au sous-sol. Puis quand j'ai monté les escaliers, il y avait une chaise berçante, puis on avait des fenêtres là, en coin. Puis il était assis là, puis j'oublierai jamais le regard qu'il avait ce matin-là. OK. Ouais. Puis il était où finalement, votre père, le soir du 30 mai? Bien, il travaillait dans les assurances. Okay. Ça fait que c'est souvent le soir qu'on rencontre les familles pour vendre des assurances. Donc, c'est sûr qu'à minuit, d'après moi. À minuit, ben là, peut-être qu'il est allé prendre un verre quelque part après sa job. Mais lui, il n'était pas au courant que votre mère était partie jusqu'à temps qu'il arrive le soir. Ben, pas à ce que vous... Là, je ne sais pas à quelle heure mes grands-parents l'ont rejoint. Fait que peut-être qu'ils l'ont rejoint, mais lui, il travaillait à Saint-Jérôme, donc le temps de revenir vers la maison. Il n'y avait pas de cellulaire. Non, mais c'est ça. Malheureusement. Mais il serait arrivé à la maison, ou en tout cas, c'est par le téléphone peut-être de vos grands-parents qui auraient appris la nouvelle. Là. Lui, il n'était pas au courant. Il n'avait pas vu le mot encore. Non. Avant que tu le trouves. Okay. Puis, qu'est-ce qui a été sa réaction au mot, j'en sais rien. Ouais. Mais ça s'est souvent fait quand vous étiez couchés, là, tout ça. Là. Ouais. Et ça, vous savez pas, c'est ça, vous n'avez pas reparlé de comment qu'il lui a trouvé. Les émotions, c'était pas quelque chose qu'on faisait vraiment. Mais c'est correct. Avec mon père. OK. Ouais. Puis l'autobus, est-ce que... Alors, ça a été confirmé qu'elle a acheté le billet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a vu monter ou descendre de l'autobus? Comment on sait qu'elle a pris l'autobus ou on ne le sait pas? Moi, d'après moi, on le sait. Parce que j'ai zéro souvenir de ma mère. Mais j'ai un souvenir qu'on m'a dit non, c'est pas vrai. Puis, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? J'essayais de trouver. On habitait près d'un coin de rue. Okay. Puis moi, j'ai le souvenir d'être assis, petit gars, sur la chaîne de trottoir, au coin de la rue. Puis que l'autobus arrivait, puis d'être monté dans l'autobus en pleurant, puis de dire « Ma mère est-tu dans l'autobus? » C'est vrai, c'est pas vrai? Ouais. Moi, il y en a qui m'ont dit « Mais ça se peut pas, l'autobus, ça passait pas, elle arrêtait pas au coin de la rue. » C'est moi qui s'est créé ce souvenir-là ou non. J'essayais de chercher, voir les horaires ou les chemins d'autobus en 1972, sur la rue Précieux-Sang. J'ai jamais trouvé. Avoir trouvé, j'aurais pu dire « Ah, ben il y avait un arrêt d'autobus en avant de la maison. » Ah, ça serait pas rendu à la station d'autobus? Mais peut-être qu'elle aurait pris probablement un autobus pour se rendre au terminus voyageur. Mais je suis pas certain. Peut-être que c'est dans le dossier. Peut-être que c'est moi, petit gars, qui s'est fait des idées. Là. Mais c'est vrai que ça se peut que ça soit rendu comme ça. T'sais, à moins que vous habitiez à côté de la station, comment elle s'est rendue jusqu'à la station? Fait que ça serait intéressant. C'est là où j'ai pas de souvenir de ma mère, juste ce souvenir-là, de pleurer puis de demander au chauffeur d'autobus, ma mère est-tu dans l'autobus?
Joliette, c'était quand même une petite ville à l'époque, hein? Puis moi, je pense qu'elle aurait pu y aller à pied, probablement. Probablement, parce que moi, je me souviens d'avoir été acheter des chocolats de Pâques pour la famille, puis je m'étais fait chicaner parce que je m'étais rendue au centre-ville, puis que j'étais trop petite pour aller au centre-ville à pied toute seule. Fait que ça se ferait peut-être aller. Fait que ça se peut qu'elle ait pu marcher là. Ouais, c'est ça. Moi, je me demandais, pourquoi Montréal? Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Est-ce que vous aviez de la famille là-bas? Qu'est-ce qui aurait pu faire en sorte qu'à dire Montréal, c'est mieux qu'à, mettons, Québec? Peut-être que c'était ça qui était le plus près. C'était peut-être la grande ville. Peut-être passer plus inaperçu dans une grande ville. Mais c'est toutes des peut-être. Je ne sais pas pourquoi Montréal plutôt que... Parce qu'elle a jamais repris contact non plus avec les membres de sa famille. Donc, c'était pas pour aller rejoindre une sœur ou un frère qui aurait pu l'amener ailleurs. Elle n'a jamais donné contact avec sa famille. Donc... Ben, tu sais, on parlait des rumeurs tout à l'heure. Ça serait intéressant de savoir le fameux monsieur là, qui est venu refaire votre salon. Il habitait à Montréal? Lui, as-tu pris un billet d'autobus? Tu sais, je sais pas. Est-ce que la Sûreté du Québec, ils ont parlé à ce monsieur-là? Est-ce qu'ils ont parlé? Oui, c'est ça. Ça voir le dossier, ça... Oui. Puis sinon, tu sais, c'est qui a vu votre mère pour la dernière fois? Tu sais, qui... la gardienne? La gardienne. C'est la gardienne? Ça serait la gardienne. Ouais. Puis elle a pas dit où est-ce qu'elle allait magasiner. Elle a juste dit, je pars magasiner, je reviens plus tard. Puis avez-vous gardé contact avec cette gardienne-là plus tard? Avez-vous essayé d'entamer une discussion avec elle avec les années? J'avoue que moi, j'ai jamais pensé de reparler à la gardienne, à part peut-être 6 mois passés. Puis là, j'ai appelé ma tante Francine pour lui dire Hey, ma tante, tu te rappelles-tu de cette gardienne-là, toi? Puis comment est-ce qu'elle s'appelait, cette gardienne-là? Parce que j'ai pas de souvenir du nom de la gardienne. Puis elle m'a dit Ah, mais c'était une madame. Fait que c'était pas une jeune, là, tu sais, une adolescente qui nous gardait. C'était une madame. Ouais. Puis ça a l'air qu'elle nous a gardés quand même assez souvent, cette madame-là, mais qu'elle serait décédée aujourd'hui. Donc, on pourrait pas lui poser d'autres questions. Dommage. Sur les événements. OK. Puis, tu sais, une autre chose qu'on a vue, c'était qu'elle avait été revue au magasin Eaton à Montréal. Et ça, j'aimerais ça qu'on en parle un peu plus, là. D'où est-ce que ça vient, cette théorie-là? Nous autres, on l'a su... on l'a su par l'acte, là, qu'elle aurait été revue. Moi, cette femme-là, j'ai essayé d'y parler, puis ça n'a pas été possible. Okay. J'ai réussi à parler à son garçon. Puis, j'ai conté notre histoire à son garçon. Sa mère, à ce moment-là, sa mère était malade, puis elle était aux soins palliatifs, je crois. Okay. Puis il me dit je vais voir ma mère en fin de semaine, je vais y en parler, puis je vais te rappeler la semaine prochaine. Puis cette femme-là, comme je vous disais, elle était aux soins palliatifs, elle avait-tu toute sa tête, ou je le sais pas, mais ce qu'elle a dit à son gars, c'était plutôt vague, mais elle a dit qu'elle marchait plus loin devant elle, puis qu'elle aurait dit Françoise, puis que la femme s'est retournée. Puis elle s'est retournée, puis elle a continué son chemin. La femme s'appelait-tu Françoise, puis c'était vraiment elle, ou c'était peut-être pas elle? Ouais, elle s'est sentie interpellée parce qu'il y a quelqu'un qui nomme un nom. Ben oui, puis je veux dire, votre mère, on voit les photos défiler un peu depuis le début. Elle avait un physique assez... elle aurait pu, peut-être que la dame, elle aurait pu confondre avec une autre dame qui ressemblait à votre mère. Je veux dire, elle avait un physique... Tout à fait. Mais cette histoire-là a quand même existé parce que ma tante Josée m'a dit qu'elle a passé des années après à aller au Eaton Centre-Ville dans l'espoir de voir ma mère. OK. Fait qu'il y a eu quelque chose de vrai. Ouais. Mais c'est quoi exactement? Puis c'est-tu ce madame-là ou c'est quelqu'un d'autre? Cette madame-là, c'est une amie, j'ai bien compris. C'était une amie, oui. C'était une amie. C'était un couple d'amis à mes parents. C'est elle qui aurait dit ça ensuite. Ah, j'ai peut-être vu François. Exactement. Puis c'est ça qui a été dit parce que ça a été rapporté à la Sûreté du Québec. Mais comme je vous dis, cette femme-là était vieille. Des fois, je me dis... ça aurait été Joël, il y en a pas beaucoup. Avant. Puis quelqu'un dit Joël, puis il m'a retourné. Puis c'est peut-être pas pour moi. Puis elle a dit ça, mais moi, j'avais entendu l'histoire qu'elles auraient pris un café ensemble, puis que ma mère pleurait beaucoup, puis qu'elle avait dit qu'elle s'ennuyait de ses enfants, puis que cette madame-là aurait dit « Ben, veux-tu que je t'amène les voir? » Puis que là, elle aurait dit non.
puis que la madame l'aurait reconduit parce qu'elle a proposé de la ramener chez elle, puis qu'elle s'est fait déposer dans un coin de bloc appartement autour du métro Guy. OK. Puis que là, il y aurait eu des recherches qui auraient été faites à ce moment-là, que la Sûreté du Québec aurait fait les appartements dans ce secteur-là, puis qu'on n'aurait rien trouvé. OK, fait que cette dame-là, elle a tenu quand même 2 versions, si je comprends. Mais est-ce que c'est cette dame-là ou c'est une autre dame? Tu sais, c'est là. À un moment donné, il y a plein de choses comme ça pour nous qui deviennent très nébuleux. Ouais. Mais le fait que ma tante Josée m'indique qu'elle est allée au Eaton Centre-Ville pour essayer de voir ma mère pendant très longtemps, je me suis dit, OK, il y a eu quelque chose autour du Eaton Centre-Ville qui s'est passé. Mais on sait toujours pas si c'était... je reviens à ce que j'avais dit au début, est-ce que c'était une rencontre planifiée ou juste, je pense que je l'ai vue. C'est ça, on sait pas encore, mais ça aurait été vraiment le fun de pouvoir parler à cette madame-là, savoir... Mais d'après ce qu'on a lu, ce qui était rapporté, mais ce ne serait pas une rencontre planifiée, ce serait vraiment... Hey Françoise, la femme se retourne, elle continue son chemin. Mais si c'est plus ça, c'est vraiment plus planifié. Et là, ils ont peut-être... Oui, ils se sont croisés parce qu'au Eaton Centre-Ville, peut-être. Il y a plein de monde qui vont au Eaton Centre-Ville magasiner à l'époque, fait que c'est juste un hasard. Puis tout à coup, hop, je te vois, puis je dis, hey, on va-tu prendre un café, tu sais, parce qu'on se croise, je sais pas. Mais tu sais, s'ils ont vraiment pris un café, ils ont dû se parler de choses qui auraient pu être super importantes à savoir. Et là, on aurait pu... Tu sais, c'était quand même le 27 décembre, si je ne me trompe pas, fait que c'est plusieurs mois là, après la disparition. Donc, juste avoir la confirmation, ça aurait tellement pu au moins débloquer des théories de ce qui s'est vraiment passé. Puis au moins confirmer que c'est un départ volontaire. Ouais. C'est des questions qu'on a posées au niveau de la Sûreté du Québec, qu'on ne réussit pas à avoir les réponses. Tu sais, ce fameux loi d'accès à l'information qui protège beaucoup d'informations, ça nous aura mis beaucoup de bâtons dans les roues, certainement. Mais c'est dommage parce que là, vous vivez juste avec des suppositions. Oui. Il n'y a rien de concret, il n'y a rien de précis. Des oui-dire, ce que pense. Ouais, c'est ça. Ça a dû être lourd, puis même encore actuellement. Encore aujourd'hui. Tu sais, des fois, on se le dit, probablement qu'on ne la reverra jamais vivante, mais de savoir. Savoir je vais mourir demain matin, je vais-tu mourir sans savoir? Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on a parlé, il y a eu quand même beaucoup de rumeurs, de théories. Il y a une des théories, vous avez dit aussi hors caméra, qu'elle était peut-être partie chez les sœurs. Ça, vous pouvez en parler aussi, ça vient de où? Encore un oui-dire probablement, là, mais... Elle avait ma mère, c'est une personne qui était catholique et croyante, pratiquante. Puis, c'est quelque chose qu'elle avait dit à ma grand-mère paternelle, qu'elle avait dit ils ont tellement de l'air bien, voyez les sœurs cloîtrées. Elle trouvait que ces femmes-là avaient de l'air bien dans la vie. Ouais. Puis, moi, il y a 1 an, 2 ans, j'ai envoyé un courriel à l'archevêché de Joliette, à l'archevêché de Montréal, avec les dates. Y aurait-tu quelqu'un qui se serait pointé, une Françoise et... Puis j'ai eu une réponse de l'archevêché de Montréal qui ont fait des recherches, puis ils ont dit elle n'a pas passé par chez nous, même si elle était passée par peu de temps, elle n'est pas passée. Puis l'archevêché de Joliette, j'ai jamais eu de nouvelles. OK. Fait que, tu sais, je me disais Montréal, Joliette, on vivait à Joliette. Ouais, c'est ça. Avais-tu décidé de rentrer? Au moins, vous avez fait des démarches. Puis qui disent ben là, elle n'a plus besoin de carte d'assurance maladie, elle n'a plus besoin d'argent, elle n'a plus besoin de. Mais c'est une bonne théorie, ça aurait oui, vraiment. Puis j'imagine, tu sais, moi je connais vraiment pas ça, mais j'imagine que quand t'embarques chez les sœurs, t'es coupé de ta vie personnelle que t'avais autrefois. T'as pas nécessairement besoin d'utiliser tes cartes, j'imagine. Mais elle a peut-être pu rentrer sous un autre nom. Peut-être. Pas à quel point ils vérifient l'identité aussi, je sais pas. Là. Mais à Montréal, j'avais l'impression qu'elle n'était pas passée là. Parce que Joliette, j'en avais reparlé avec l'enquêteur, l'enquêtrice de la Sûreté du Québec, qui a dit j'ai dit peut-être si vous pourriez essayer, vous avez plus de force que moi là, qui fait une demande et qui me répondent pas, puis je peux rien. Là. Puis vous avez mentionné que vous n'avez pas eu accès au dossier d'enquête du tout. Ça n'a pas du tout les démarches. Il n'y a pas d'enquêteur qui est venu vous parler. Voici ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On a eu des brides, comme on disait, là, qu'on a rencontrées, qu'on jase un petit peu. Puis... Ben, on a eu une rencontre juste avant la pandémie, il y a 3 ans, avec 2 enquêteurs qui sont venus voir moi et Joël. Ils nous ont fait un test d'ADN. OK.
Puis avec ça, ben l'ADN, ils peuvent faire des recherches, mais Joël avait vu une femme qui était disparue dans les mêmes années. Okay. Puis c'était un peu ça qu'on se disait, tout d'un coup que c'est elle qui ont retrouvé, tout ça. Fait que ça a été confirmé que c'était pas Françoise et tout ça. Mais puis à ce moment-là, ben on posait un peu de questions, mais on peut pas avoir de réponse, tu sais. Moi, je me souviens qu'on a demandé est-ce qu'il y avait vraiment un mot, tu sais, est-ce qu'elle a vraiment laissé un mot? Puis là, oui. Mais le mot, est rendu où? Non, je sais pas s'il est encore dans le dossier, je sais pas s'ils l'ont en main, j'ai aucune idée, mais on a eu un oui, il y a eu un mot. On a eu un oui, puis plus tard, moi, j'ai réussi à savoir qu'ils avaient confirmé que c'était son écriture. OK, ben c'est bon. OK, souvent ils ont fait des comparaisons. OK. Puis est-ce que vous avez le nom d'un enquêteur? Est-ce que vous savez qui est en charge de son dossier en ce moment? En ce moment, ça s'est passé le POC, mais on sait qui est responsable du dossier. C'est encore ouvert, là. C'est encore... Parce qu'entre le moment où ils ont fait appel à nous pour l'ADN, mais c'était aussi pour demander l'autorisation de pouvoir placer sa photo avec le descriptif sur le site des dossiers non résolus de la Sûreté du Québec. Fait qu'à ce moment-là, c'était un sergent, puis ça change. Donc, c'est comme si à chaque fois que ça change, ben moi, je me dis, peut-être qu'on va réussir à avoir un autre petit bout d'information, vu que c'est une nouvelle personne. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Donc, tu sais, on a parlé de plusieurs rumeurs, de plusieurs théories. Est-ce qu'on peut faire un récapitulatif des théories qui sont maintenant sur la table? Et j'aimerais savoir, vous, c'est quelle théorie vous pensez le plus, que vous privilégiez? Grosse question, hein? Grosse question. Privilégié, wow. Tu sais, il y a la théorie sur les sœurs, la théorie qui est partie peut-être avec le monsieur du salon. Le décorateur. Le décorateur, c'est ça que je veux dire, le monsieur du salon. Oui. Le décorateur. Pour ma part, ce que je pense, mais ça a changé, tu sais, avec les années. Ouais. Pour ma part, là, je pense qu'elle a décidé qu'elle partait. OK. Mais c'est par la suite ce qui est arrivé. Je sais pas, parce que, tu sais, plus être là, ton identité plus utilisée, tout ça. Je pense que ça a été un départ suivi d'une disparition suspecte dans ma tête. Là. Il y a peut-être un homicide lié à ça. C'est un peu ça que je pense. Okay. Mais j'espère pas. J'espère qu'elle va nous voir, puis comme je vous ai dit, qu'elle nous trouve cute, puis qu'elle... qu'elle va vous reparler au moins. Elles sont bien fins, ces enfants-là. Toi, Joël? Je vais dans le même sens qu'Isabelle. Je pense qu'à cause de la note, que son départ était planifié, qu'elle n'a jamais repassé sa carte d'assurance maladie, ou jamais été retiré de l'argent à la banque, ou... Je trouve ça bizarre. Elle avait besoin d'argent pour vivre. Elle avait besoin... On est tous malades un jour, puis on a besoin de notre carte. Tu sais, je ne sais pas. Je me demande, elle aurait-elle été assassinée par la suite? Tu sais, faut être là-dedans pour voir que dans les années des 70, c'est plein... Je m'excuse. C'est plein de femmes qui sont disparues. Il y en a beaucoup, là. Notre mère n'est pas une exception. Il y en a vraiment beaucoup. Ou des fois, je me dis, mais as-tu pris l'avion et elle est partie vivre? Mais elle est partie sans son passeport, hein? C'est ça qu'on... Je sais pas, puis c'était-tu possible à ce moment-là de quitter sans passeport? C'est sûrement je sais écrit pas, dans mais, le dossier. Tu sais, je me demande, est-ce qu'elle est partie dans un autre pays, puis... Peut-être, c'est ça. Mais je penserais pas qu'elle puisse quitter sans passeport, à moins qu'elle soit rentrée dans les États-Unis. Moi, je me suis demandé si elle n'avait pas changé de nom. Puis, tu sais, en 73, changer de nom, c'était pas comme aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, si je change de nom, on va me retrouver. Exact. On va retrouver comment je m'appelais avant de ce nouveau nom. Mais à cette époque-là, il n'y avait rien d'informatisé. Donc, il y a comme quelque chose d'archives qu'on ne peut pas retracer parce qu'il n'y avait pas vraiment d'archives. Les archives papier, souvent, un jour, ont été probablement déchiquetées quelque part, je ne sais pas. Puis, moi, de mon côté, on dirait que je veux m'entêter à croire qu'elle est toujours vivante. Parce qu'on ne m'a pas confirmé qu'il y avait un corps qui avait été retrouvé qui me dit que c'est elle. Fait qu'il y a comme quelque chose que c'est comme si
en même temps, je suis consciente que ça se peut, mais en même temps, c'est comme si je le refuse. Je veux qu'elle soit vivante et je souhaite la voir avant qu'elle décède, parce qu'elle a quand même 81 ans aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc, il en reste moins à vivre que ce qu'elle aurait vécu. Puis je me suis toujours demandé, est-ce qu'elle aurait refait sa vie? Puis si elle a refait sa vie, ben peut-être qu'on a des demi-frères, demi-sœurs qu'on ne connaît pas. Ben ça se peut fortement. C'est juste ce qui est bizarre avec la disparition, le départ volontaire. Oui, c'est vrai, avec la note, tout ça, on dirait vraiment que c'est ça. Mais c'est bizarre qu'elle n'est pas partie sans rien. Elle est partie au milieu de la journée. Elle a pas... Tu sais, si tu veux partir, tu prévois un peu plus tes choses. Elle est partie sur un coup de tête. Elle est peut-être partie sur un coup de tête, c'est ça, parce que sinon, tu sais, tu aurais planifié que la gardienne vienne d'avance, ou tu aurais arrangé que tu n'aies pas tes enfants cette journée-là. Peut-être qu'elle avait une valise ailleurs qui l'attendait, je sais pas. Est-ce qu'elle est rentrée dans l'autobus avec d'autres sacs? Ça, on le sait pas, tu sais. Fait que c'est vrai que c'est nébuleux, puis dans le temps, je pense que ça devait être plus difficile de changer d'identité aussi, là. T'as pas l'électronique, tu sais pas comment qu'elle a trouvé des contacts pour changer d'identité. En tout cas, c'est écoute, il y a beaucoup plus de questions que de réponses, malheureusement. Exactement. C'est ça, on s'en est raconté des affaires au fil des années, honnêtement. Là, on s'en est conté toutes sortes d'histoires de peut-être que si. Puis, je me demandais parce que, tu sais, vous avez dit que peut-être qu'elle serait partie sur un coup de tête et tout. Est-ce que Françoise avait des diagnostics quelconques? Est-ce que c'était dans ses habitudes de faire des choses sur un coup de tête, spontané? Parce qu'elle prenait des médicaments aussi, la dépression, l'anxiété. Ben, elle a fait une dépression après le décès de mon frère. On peut imaginer, là, ton premier enfant décède à 3 mois, là, n'importe quelle femme ferait une dépression. Je pense que c'est une chose normale. Après ça, c'est quand même 8 ans plus tard, presque 9 plus tard, si on calcule que moi j'avais 8 ans. Notre belle-mère, parce qu'un jour mon père s'est quand même remarié, a refait sa vie, notre belle-mère aurait dit qu'elle avait trouvé des médicaments pour la dépression. OK. Ça fait que c'est intéressant, ça aussi, là, de... Mais est-ce que c'était une femme qui partait sur des coups de tête? J'ai jamais entendu ça, tu sais, qui aurait dit, tu sais, des fois, pour... même sans parler de départ, là, juste de dire OK, hey, en fin de semaine, on décolle, tu sais, sur un nowhere quelque part. On n'a jamais entendu ça. Elle n'était pas impulsive, là. C'était pas dans... J'ai pas entendu ça, jamais. OK, c'est intéressant. Ça serait impulsif de dire... Ce qui revient le plus, c'était la douceur, là. Quelqu'un de... Tout à fait. La douceur, c'est comme... La douceur et la bonté, parce que on l'a souvent comparé à ma grand-mère paternelle, puis ma grand-mère paternelle, elle n'aurait jamais rien dit contre personne. C'était vraiment incroyable, là. Tu sais, des fois, tu dis, ben là, ça se peut pas que tu trouves tout le monde beau et gentil, là. Mais oui, fait que on l'a souvent comparé à elle. Ben c'est ça, puis j'ai du mal à croire que, tu sais, avec ce que vous me dites de votre mère, qu'elle soit dit, bon, c'est correct de laisser mes enfants derrière sans jamais leur donner de nouvelles. Elle aurait peut-être, si elle était malheureuse dans la situation où elle était, elle aurait peut-être fait des démarches pour vous emporter. Je sais, bon, il y a le côté financier, tout ça, mais j'ai la misère qu'elle s'est dit un jour, bon, je suis assise, je quitte mes enfants, je suis d'accord avec ça, et que jamais elle s'est dit par la suite, c'est vraiment bizarre. Moi, j'ai vraiment cru, par exemple, à un moment donné, que si elle était partie avec nous, elle aurait eu mon père à ses trousses, c'est sûr. Parce que mon père n'a jamais voulu nous... mon père, ses enfants, là, c'est quelque chose, là, vraiment. Toute notre vie, il parlait de nous avec fierté, tu sais, c'était vraiment un papa qui aimait ses enfants. Ça fait que je pense que si elle voulait vraiment, si dans sa décision, c'est qu'elle voulait quitter cet homme, elle a eu des choix à faire pour être sûre d'être tranquille. Ça se peut que ce soit ça qu'elle a décidé de faire aussi. Ben oui. Puis je me demandais, si, admettons, on prend la théorie là, qui existe, comme quoi votre mère aurait rencontré une dame dans un restaurant, là, une certaine connaissance qu'on nommera pas, puis qu'elle a vraiment échangé avec elle, à ce qui paraît, Françoise semblait assez triste. Moi, je me dis, si cette théorie est vraie, pourquoi elle n'aurait pas essayé de reprendre contact avec vous? Dans le sens que
même si tu es décidé à partir, veux pas, il y a peut-être des fois un coup de mou qui arrive, puis tu te dis « Ah, je regrette » ou quoi que ce soit. Fait que, est-ce que vous avez déjà eu l'impression que votre mère avait essayé d'entrer en contact avec vous, des sonneries accroches, des lettres? Non, jamais. Non, jamais. Okay. Non, puis honnêtement, moi, j'ai pensé peut-être que je me disais, OK, ben si c'était pour rester dans l'anonymat face à mon père, j'ai pensé que quand mon père est décédé, qu'on allait peut-être avoir un signe de vie, mais non. Il est décédé quand? Il est décédé en 2011. Okay. En 2011. Mais je sais pas si elle aurait su, tu sais, ou à moins qu'elle aurait resté au courant. Elle s'est pas, ben, tu sais, comme elle s'est pas présentée au décès de ses parents. Parce que moi, dans ce temps-là, mon grand-père maternel est décédé, je devais avoir 18-19 ans à peu près. Puis je me souviens, j'étais en voiture avec mon père ce matin-là vers Montréal. Puis mon père m'a annoncé le décès de mon grand-père maternel. Puis il m'a dit, ben si jamais, je voulais que tu saches, si jamais tu veux y aller. Puis là, j'ai jonglé avec ça. J'ai décidé de ne pas y aller parce que j'ai pensé que ça serait trop lourd. D'une part, cette famille-là venait de perdre leur père ou leur grand-père, parce qu'on a été quand même éloignés de cette famille-là. Puis, d'autre part, me revoir, par exemple, au même moment, là, j'ai pensé que ça allait trop aider, là. Fait que j'ai décidé de ne pas y aller, mais j'ai quand même rejoint une tante pour lui souhaiter les condoléances. Puis, je lui ai demandé si ma mère s'était présentée aux funérailles de son père, tu sais, puis non. On sait jamais, là. Ouais. C'est ça. Puis vous avez mentionné votre belle-mère. Est-ce que vous pouvez parler de votre père, comment il a refait sa vie, combien de temps après la disparition de votre mère? Et je crois que vous avez une demi-sœur. Vous pouvez nous en parler un peu? Ben, Monique, elle s'appelle Monique, la conjointe de mon père, celle qui est encore, qu'on appelle encore maman aujourd'hui. Elle est arrivée quand même assez tôt. Au départ, quand elle est arrivée dans la famille, c'était comme, elle était nommée comme la gardienne. Ah, okay. Fait que je pense qu'au début, mon père voulait pas tout de suite dire qu'il s'était fait une blonde. Fait que c'était comme le moyen. Puis on a eu quelques gardiennes. Fait que pour moi, en tout cas, c'était comme normal que... Il y en avait eu d'autres. C'est ça. Donc, puis, donc elle venait quand elle ne travaillait pas parce qu'elle était infirmière à Saint-Jérôme. Donc, quand elle était en congé, elle était avec nous, cette supposée gardienne. Ouais. Puis éventuellement, on est déménagé à Saint-Jérôme, puis c'est là qu'elle est venue vivre avec nous à la maison. Puis c'est pas mal à partir de ce temps-là... À un moment donné, moi, je me souviens d'avoir demandé à mon père si je pouvais l'appeler maman. Là. Je pense que j'avais vraiment besoin d'avoir une maman. Ouais. Puis finalement, c'est à partir de ce moment-là qu'on l'a appelée maman. Okay. Puis des années plus tard, moi, j'avais quoi, 15 ans. Ben, Kathleen a vu le jour. Donc, ça, c'est sans doute le plus beau cadeau. C'est de toute cette expérience, il y a quand même un beau cadeau, c'est Kathleen, parce que on ne l'appelle pas notre demi-sœur, c'est notre sœur. C'est votre sœur. Elle est totalement... oui, elle est totalement complète avec nous. Tu sais, elle sait qu'on fait ceci. Elle connaît, on l'informe de nos démarches, mais ça reste les nôtres parce que c'est notre histoire. Oui, OK. Puis, est-ce que vous savez si votre père connaissait Monique avant la disparition de votre mère? Ou... Bien, il m'a déjà dit, parce que moi, à un moment donné, je leur avais demandé comment ils s'étaient rencontrés. Ils se sont déjà vus quand ma mère était encore là. Okay. Elle travaillait pour un parti politique, puis mon père un parti politique, puis ils s'étaient croisés dans une soirée. Puis après ça, il semblerait qu'il y aurait été quelques années sans se revoir. Puis ils se seraient revus après le départ de ma mère. Mais ça, on a des petits doutes. Est-ce que c'était vraiment après le départ? Est-ce qu'ils se connaissaient? Est-ce qu'ils s'étaient vus avant? Oui, c'est ça. Ça, c'est pas clair. Ça se pourrait que votre mère, ça a été au fait qui s'est passé. Tu sais, ça, c'est des théories encore une fois. C'est pas pour mettre le blâme sur votre père. Non. Mais ça se pourrait. Mais on l'a pensé. Honnêtement, on l'a pensé. On a dit, ben c'est peut-être, ça a été peut-être ça le facteur de, ben OK, t'as une maîtresse. C'est ça. Ben moi, je peux pas vivre avec ça. Avez-vous eu la conversation avec... C'est Monique, hein? Oui. Okay. Oui. Avez-vous eu la conversation avec Monique? Ben Monique, elle a dit qu'elle est arrivée après. Oui, OK. Vraiment, elle est arrivée après le départ de ma mère. OK. Puis c'est ça, c'est l'histoire. Ben, c'est le point qu'elle continue à garder. Oui, puis elle était plus jeune, elle était dans la vingtaine.
Fait qu'honnêtement, moi, je lève mon chapeau pour ça, là, parce que moi, dans la vingtaine, j'aurais pas été avec un homme qui était marié, que sa femme le laissait avec 3 jeunes enfants, j'aurais pas fait ça. Non, c'est vrai. Ils ont resté longtemps ensemble. Ils ont été... Jusqu'à la mort de mon jusqu'à la mort, ouais. Ouais. Mais en fait, tous les frères et sœurs de mon père étaient proches de ma mère et adoraient ma mère. C'était vraiment... elle était mise sur un piédestal. Fait que quand chacun d'eux en parle, elle est sur un piédestal. Tout le monde a des beaux souvenirs. Ils ont vraiment... Ils adoraient cette femme. Puis... Ça a été difficile pour Monique quand elle est arrivée dans la famille d'être acceptée dans cette famille-là parce qu'ils aimaient tellement Françoise qu'ils refusaient un peu l'arrivée de Monique dans notre vie. Ça, c'est du côté de votre père ou parce que je pense que c'est du côté de notre père. Vous êtes moins proche du côté de votre mère. Du côté de notre mère, on a été coupés de la famille. Par eux. C'est eux qui voulaient. Ben, je pense pas que c'est eux. Je pense que le fait qu'elles ont quand même donné du fil à retordre à mon père en l'accusant que c'était de sa faute et tout ça, ben ça a coupé. Puis moi, je me souviens que quand on est arrivé à Saint-Jérôme, on est arrivé là au début janvier de mes 9 ans. Fait que c'était quoi, en 76, 77. Puis il y a une des sœurs à maman qui venait nous rencontrer sur le chemin de l'école. Et puis je me souviens d'un midi, puis moi à ce moment-là, ça me perturbait beaucoup. Ça, puis j'étais à une période aussi où je me disais, en tout cas, si jamais elle arrive et qu'elle sonne à la porte de la maison, je vais y claquer la porte au nez. Tu sais, j'étais en colère. Okay. Donc, j'étais dans cette phase-là. Fait que je me souviens d'un midi, Joël était sorti un peu avant moi parce qu'on venait dîner à la maison puis qu'on marchait. Puis que Joël, elle était pas si loin, fait que je l'ai vue. Puis j'ai couru à la maison comme en mode panique un peu. Puis Monique avait dit, ressors dehors puis appelle ton frère, dis qu'il a oublié quelque chose. Okay. Puis finalement, elle nous a gardés à la maison cet après-midi-là. Fait qu'il y avait comme quelque chose pour moi qui était très... je voulais pas les voir à ce moment-là. Ouais. J'aurais repris contact avec eux quand j'avais 18 ans. Okay. On va pas se le cacher, quand il arrive quelque chose, c'est souvent le conjoint, la conjointe qui est blâmé en premier. Donc, j'imagine que votre père a été interrogé. Est-ce qu'il a été nommé suspect ou plus personne d'intérêt? Tu sais, comment que... Est-ce qu'il s'est fait bombarder un peu aussi, là, par les proches, par la police? Tu sais, comment il a vécu ça, dans le fond? Là? Bien, je vais commencer, mais Joël a certainement des choses à partager là-dessus. Mais c'est sûr que la famille à ma mère l'a mis au bûcher. Pour eux, c'était clair que c'était de sa faute à lui, ce qui s'était passé là. Puis, fait que ça a amené, il a passé au tordeur, là, tu sais, il nous a déjà dit, j'ai passé au tordeur avec la police à ce moment-là. Puis là, je te laisse, si tu veux... Je n'ai rien à ajouter. Non, t'as rien à ajouter. Ça veut dire quelque chose? Je pensais. Non. Ben, moi, je peux ajouter que la famille de Françoise blâmait papa, ça c'est sûr. Puis j'ai la confirmation, là, même si j'étais petite. Il y a plusieurs années, je sais pas, je suis dans la vingtaine avec Joël, on a été invités dans un party de cousins, cousines du côté du côté de Françoise, exactement. Fait que c'était pas mal la première fois que je rencontrais tout le monde là, dans une grande cabane à sucre. Fait que ça a été des belles rencontres. J'ai fait des belles rencontres de cousins, cousines. On tente, ça a été agréable. Ils ont mis des photos. Puis, fait que, tu trouves une identité, t'essaies de voir qui te ressemble dans la famille. Tout ça, ça a été bien agréable. Mais il y a une tante qui est venue me voir et qui m'a dit, qui s'est même dit ton père, c'est de sa faute et tout ça. Puis, comme je suis un peu émotive, je me suis mis à pleurer, puis je suis partie du party. En fait, j'ai été attendre Joël dans l'auto. Je suis pas rentrée. Ouais. Fait que ça a été notre rencontre. Fait que donc, la famille, c'est sa famille-là. Sa famille. Puis moi, je sais que j'ai eu 2 tantes avec lesquelles, dont ma marraine, parce que j'ai une des sœurs à maman qui est ma marraine, que j'ai vue dans la vingtaine. Puis, la première, ma marraine, elle... avait voulu embarquer sur le sujet en me disant que c'était la faute à mon père. Puis moi, j'ai été catégorique, claire, méchante. Je viens très...
protectrice. Très protectrice, puis c'était comme, ben non, parce que honnêtement, si mon père avait été ce type d'homme, par exemple, à assassiner quelqu'un ou quelque chose, je peux penser à une couple de personnes dans notre histoire qui auraient voulu assassiner. J'en ai quelques-unes. Donc c'était pas... non, tu sais. Il aurait pu chialer contre quelqu'un, mais de là à passer à un acte, vraiment pas. Puis il y a cette autre tante avec qui on a été peut-être plus en contact. Ouais. Puis à un moment donné, je me souviens d'un souper chez elle. Puis elle a voulu commencer à parler contre mon père. Puis moi, j'ai été encore une fois très catégorique. Puis c'était, si c'est pour être ça, tu ne me reverras plus. Parce que... malgré mon père, ben, comme tout le monde, on a tous nos défauts, là, mais pour moi, juste le fait que, tu sais, en 73, là, un homme gardait 3 jeunes enfants, là, c'était pas la parentalité, n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui, là. On voyait pas ben ça, là, tu sais, il aurait trouvé quelqu'un qui aurait, puis tu sais, c'était ma tante-là qui voulait nous avoir, il me semble que ça aurait été la chose facile. De dire, moi, je vais me laver un peu les mains, là, j'ai d'autres choses à faire, mais non, fait que j'ai été très... Fait que pour vous, c'est catégorique, votre père, il n'est pas impliqué que... Ben, il l'a été, certainement. Je pense que la Sûreté du Québec, puis il a quand même eu... Moi, ça reste que je me dis, il faut avoir des enfants pour se dire, tu pars pas en laissant tes enfants derrière toi. D'un autre côté, peut-être qu'il est parti, parce que mon père... Ben, c'est... Ouais. Il y avait-tu des blondes? Il était dans le milieu des affaires, il était beau bonhomme. Peut-être qu'il sortait des restos, d'un bar, puis elle était plantée. Ben, c'est ça, elle était plantée à la maison avec 3 broyards. C'est ça, puis je repense au mot aussi. Mais moi, je n'étais pas broyard. mais tu sais, peut-être que ça l'était trop pour elle, puis dire... Ben, c'est ça. C'est une chose de dire qu'il est responsable de son meurtre, par exemple. Oui. Et une autre chose de dire... C'est peut-être lui qui, à travers certaines actions, a fait que c'est tanné la situation. Ça, je trouve que c'est vraiment deux choses complètement différentes. Ça arrive dans la vie d'aujourd'hui encore, là, qu'il y a des gars qui courent, les femmes sont à la maison. Et vice-versa. Et vice-versa, tout à fait. Oui, mais on voit plus souvent des hommes quitter puis qui donnent plus de nouvelles que des femmes, on n'entend pas. On entend moins parler, c'est sûr. Il y en a, il y en a honnêtement, mais un peu moins. Moi, j'en connais pas des femmes qui partent et qui donnent jamais de nouvelles à leurs enfants. On voit des hommes qui disent je connais pas c'est plus courant. Je connais pas mon père, mais... C'est plus courant. Puis il était fier de nous, content de nous voir ensemble. Vraiment. Je peux dire que je l'appelais un peu n'importe quand, là. Puis presque à tous les jours, puis je disais, papa, est-ce que je te dérange? Puis il disait toujours, tu me déranges jamais. Donc, qu'il soit avec n'importe qui, tu sais, c'était un homme bon pour moi, fait que c'est difficile de penser qu'il aurait fait... Mon Dieu, il levait pas la main sur nous, il était pas... Des fois, il était choqué un peu, après Joël un peu plus. Mais tu sais, c'est ça. Oui, c'est ça, un peu plus turbulent, mais tu sais, même pas... C'est ça. C'est une grosse distance, là. Mais, puis est-ce que vous savez s'il y avait... Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, ça va. C'est ça que je voulais mentionner, parce que, tu sais, je comprends que les gens, ils parlent qui emmènent l'histoire, puis que, peut-être que ton père a quelque chose... Peut-être, mais... Mais amenez-moi des preuves, tu sais. Mais c'est ça, encore une fois, c'est sûr que c'est toujours la personne... c'est la première personne, puis je sais pas s'il est encore un... Mais je suis tentée de croire quand même que, tu sais, peut-être que ce couple-là battait de l'aile, parce que... Tu quittes pas ton mari si t'as pas des raisons de le quitter. Tu sais, à la base, là. Fait que je me dis, bon, ben la journée que tu décides que tu veux quitter ton conjoint, c'est parce que ça marche plus. Fait que... Mais encore une fois, votre père a jamais mentionné ces choses-là, que ça n'allait pas bien, ou que... Bon, Lui, de ce que vous savez, il savait pas pourquoi il était parti, puis c'est resté comme ça. Puis est-ce que vous savez s'il y avait un alibi? Parce que... j'arrête pas de vous... Non, je voulais rien qu'ajouter que toute sa vie, mon père, je me souviens, j'étais au secondaire, là, puis j'avais des mauvaises notes à l'école. Je ne le voyais pas le soir, j'allais me coucher. Fait que des fois, j'allais réveiller le matin, peux-tu me signer ça? Tu sais, notre père, la semaine, on ne le voyait pas, nous autres, quand on était... Il revenait, puis on était déjà couchés. C'est un homme qui revenait toujours tard à la maison. Ça fait que je suis capable de croire que quand il était à Joliette, puis qu'on était jeune,
qui arrivait toujours tard à la maison. Puis on le voyait la fin de semaine. Là. Puis est-ce que vous savez si... mais premièrement, est-ce que c'est encore un suspect pour les enquêteurs? Et est-ce qu'il y avait un alibi? Est-ce que son alibi était solide le jour du 30 mai ou est-ce que ça n'a pas été discuté? Est-ce qu'on a cherché un alibi? J'en sais rien. On sait pas. Vraiment. Parce que pour vous, ce que vous savez, c'est qu'il était au travail, probablement. Ouais. Mais on ne sait pas. On ne sait même pas. Le rapport de police, nous... Non, c'est ça. Parce que aussi, ça nous ferait un bien énorme de pouvoir lire. Oui, parce que c'est super important. Qu'est-ce qu'il faisait cette journée-là? Il était au travail, il était en compagnie de collègues, il a vraiment été prendre un verre? Ça l'aiderait beaucoup à au moins écarter ça auprès de votre famille. Peut-être qu'on pourrait ajouter des choses. Dire, hey, mais dans le rapport de police, c'est écrit ça, mais l'histoire que ma tante, une telle, nous avait contée, c'est. Là, c'est un peu, ça fait pas, tu sais. Il y a beaucoup de trous en ce moment, puis ce serait important de. Au moins, ce qui s'est passé cette journée-là, tu sais. Es-tu vraiment embarqué dans l'autobus? Est-ce que étais-tu avec quelqu'un? Avais-tu une valise? Tu sais, c'est tellement des éléments qui sont importants. Oui. Donc là, on a fait pas mal le tour de la situation. Fait que pour finir, j'aimerais quand même qu'on vous entende là, sur les conséquences que ça a pu avoir sur votre parcours de vie. Malgré que vous étiez enfant, c'est sûr que ça a eu des répercussions sur vous. Fait que je vous laisserai à tour de rôle là, nous parler de tout ça. Qui se lance? Je peux me lancer. Ouais, je peux me lancer, j'étais le bébé. Donc, pour moi, parcours de vie, je sais que bébé, j'étais triste. Je sais que j'ai été un enfant un peu triste. Mais j'ai eu une belle enfance. On a parlé qu'on allait chez notre grand-mère, on allait au chalet sur le bord de l'eau. Plus tard dans notre vie, on a fait beaucoup de bateaux. Mon père avait un bateau, on faisait du bateau. Fait que j'ai quand même eu une belle vie. Mais intérieurement, ça vient, c'est quelque chose qui est là, que je pense, je l'ai dit tantôt, là, que moi, j'ai repoussé ça le plus loin possible toute mon adolescence. Et maintenant, ça m'arrive de repousser ça encore. J'étais pas la première à dire oui à ce podcast parce que ça vient toujours nous chavirer un peu en dedans. Il y a un manque qui est là. Pour ma part, peur de l'abandon. Je veux que les gens m'aiment. Les gens qui m'aiment pas sont pas dans ma vie. Ça, c'est ça maintenant. Je suis plus... même pas grave. T'es pas dans ma vie. Fait que c'est un peu ça. Beaucoup d'émotivité, j'imagine. Colère, moi, j'ai pas eu tant de colère, mais j'ai de la peine, oui, très certainement. Encore, ouais, c'est ça. Fait que je vous passe le micro. Moi, c'est un peu ça. Un peu comme Isabelle, comme je vous ai dit aussi plus tôt, moi, j'étais des grandes périodes de ma vie. Adolescence, j'ai fait mon adolescence, puis ma mère, je pensais pas. C'est vraiment triste, mais je pensais pas, puis il y a des... C'est drôle, je pouvais être plusieurs années, 5 ans, peut-être 10, je ne sais pas. Je pensais très, très rarement à elle. Puis il y a d'autres périodes dans ma vie que je pensais à tous les jours, plusieurs fois par jour, des gros ups, des gros downs. J'ai une période colérique, comme Chantal a dit plus tôt. Moi aussi, de l'avoir vue, elle n'aurait pas été bienvenue. Puis j'aurais dit, mais retourne de côté, je ne veux rien savoir de toi. OK. Les années font le chemin, puis tout se place, puis on n'aimerait rien savoir ce qu'il y en est. Es-tu vivante, es-tu morte? Si elle est décédée, y a-tu un endroit qu'on peut aller se recueillir? On n'a même pas, un endroit qu'on dirait, elle est décédée là, où on va aller se recueillir à tel endroit. On n'en a pas. Là, Mais finalement, on a eu une belle enfance. On a eu une belle enfance. On est du bon monde. On n'a pas été trop manqué. Là. Non, c'est ça. Non, ce qu'on peut voir. Non, parce qu'on a tous réussi à notre façon, mais tu sais, il n'y a personne qui est viré croche à cause de manquement d'amour ou d'affection. Puis moi, ben c'est sûr que l'abandon, ça aurait été le plus grand défi, je pense, de ma vie. J'ai de la misère avec l'abandon. Puis des fois, c'est niaiseux, hein? J'étais dans les Jeannettes, puis j'allais dans les camps d'été. Puis penser que, tu sais, dire bye, là, même si c'était juste pour une semaine ou deux, je pleurais. Fait que ça a certainement été un gros élément.
Bien sûr que j'ai eu la période de colère, peut-être vers l'âge de 10-12 ans, où est-ce que moi aussi, je me serais dit, non, si elle arrive, là, je claque la porte au nez. Cela dit, c'est arrivé, peut-être que ça aurait été toute une autre histoire, mais en tout cas. Ouais. Puis après ça, certainement beaucoup de peine. Certainement, en même temps, moi, comme j'étais l'aînée, j'ai décidé que j'allais prendre soin de mon frère et ma sœur. Fait que je suis comme devenue, pour moi, dans ma tête à moi, j'étais comme la maman de ces deux-là. Ouais. J'ai comme pris, il n'y a personne qui m'a imposé ça, mais je devais les protéger, puis je les aime profondément. Fait que, mais peut-être que je les aurais aimés profondément pareil, parce que c'est mon frère puis ma sœur, puis on est très famille, nous. Mais il y a quelque chose... touchez-leur pas, parce que vous allez me rencontrer sur le chemin, c'est clair. Fait que j'ai comme maturé très jeune. Ouais. Ça m'a amené... j'avais des préoccupations. Puis aussi, le contexte des gardiennes, puis de ce qui m'était raconté. Quand j'y pense aujourd'hui, je me dis, OK, c'était pas des histoires à raconter une petite fille de 10 ans. Tu comptes pas ça à un enfant de 10 ans. Puis après ça, moi, j'ai eu un fils. Puis, je vous le dis, je me suis... quand il y a eu 2 ans, j'ai pensé à Isabelle. Je me suis dit, oh mon Dieu, elle avait cet âge-là. Quand il y a eu 5 ans, j'ai pensé à Joël. Puis quand il y a eu 8 ans, je me suis dit, mon Dieu, c'est l'âge que j'avais quand ma mère est partie. Fait qu'il y a quelque chose de très... en tout cas, le fait d'avoir un enfant, ça m'a amené à... l'ampleur de la décision qu'elle a prise, si c'était vraiment une décision. Son mot nous fait penser que ça en était une. Mais ça m'a fait voir l'ampleur de cette décision-là. Ouais. Donc, mais sinon, on est très résilients. Oui, vraiment. Fait que on a aussi, je pense que ça nous a amené à rebondir dans la vie. L'obstacle jeune a fait que, plus vieux, on rebondit vite quand il y a un obstacle. Fait que ça nous a certainement amené ça. Puis j'ai l'impression qu'il y a eu quand même plusieurs phases. Il y a eu un peu le déni, il y a eu la colère pour certains. Ensuite, peut-être l'acceptation. Puis là, vous êtes entré plus dans une phase comme on veut des réponses, peu importe ce qui est arrivé. Oui. Donc aujourd'hui, si elle revenait, vous ne lui claqueriez pas la porte au nez, probablement. Non. Vraiment pas. Non. OK. C'est là que je vais devenir émotive, mais moi, le jour de mon anniversaire, c'est pas tant une journée de party. C'est une journée que je vais ouvrir la porte puis elle va être là, Fait que j'espère encore que ça peut arriver, tu sais. C'est ça. Cette journée-là, pour moi, c'est comme d'un coup que là, c'est là que c'est... Puis je sais pas, le jour de mon anniversaire, ça pourrait être... Elle peut venir ça. Elle peut s'en venir n'importe quelle journée. Je t'attends n'importe quand. C'était justement ma question. Admettons là, que Françoise nous entend en ce moment ou que peut-être que Françoise aussi, au cours de sa vie, a rencontré d'autres personnes qui font maintenant partie de sa nouvelle famille, si elle est toujours en vie. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à Françoise et aussi à ses proches actuels? Une autre grosse question. Moi, je l'attends à bras ouverts, avec les gens qui l'entourent, qui l'ont aimé, qui pourraient nous raconter des histoires sur leur vie, sur sa vie à elle, qu'elle peut nous raconter. Mon Dieu, moi, je suis prête à avoir des frères, des sœurs. Je veux qu'elle soit là, tu sais. Hein? Oui, vous autres aussi. Ça, c'est drôle, c'est pas une question qu'on s'est posée. Ben oui, c'est ça. Ouais, on s'est pas dit ça tant. L'avoir, ça serait la fête, ce serait le plus beau cadeau qu'on pourrait recevoir. Ouais, je pourrais mourir en paix. C'est une femme que j'aurais aimée profondément toute ma vie. Tout à fait. Ça fait que si elle arrivait, ça serait le plus beau cadeau. Mais comme Joël l'a dit, tu sais, en même temps, on n'est pas non plus dupe, je pense. Mais au moins de savoir si elle est décédée, qu'elle est décédée, ça permettrait de faire un deuil. Il n'y a pas de deuil possible tout de suite. Non, c'est ça.
Parce qu'on ne sait pas. Fait que ça reste toujours, c'est comme le grand mystère de notre vie, tu sais, ça reste un grand mystère dans notre vie. Fait que moi, j'aimerais ça que le mystère soit éclairci. Puis éventuellement, ben moi, je serais très heureuse qu'elle rencontre, tu sais, nos enfants, nos conjoints, tu sais. Notre vie. Notre vie, qu'elle sache un peu, puis que peut-être qu'elle s'enlève la culpabilité elle-même de ce qu'elle a pu vivre. Parce que je peux pas imaginer qu'elle s'est pas sentie peut-être coupable à un certain moment dans sa vie. Fait que juste qu'elle sache qu'on est bien, mais qu'on serait très heureux de l'accueillir. Et puis, oui, s'il y a des frères et sœurs, des demi-frères, des demi-sœurs, ben on est ouvert. Mais c'est ça, je me dis, tu sais, avec le temps, si elle est vraiment partie volontairement, puis qu'elle a refait sa vie, elle a peut-être, tu sais, après 20 ans, peut-être qu'elle s'est sentie assez trop tard pour retourner dans leur... Tu sais, j'ai honte un peu. Mais là, j'ai l'impression que c'est pas le cas. Tu sais, ça serait vraiment... ça serait un cadeau. C'est ça. Fait que c'est bon que si jamais qu'elle le sache ou que sa famille peut-être le sache. Ben, ça serait plausible aussi qu'elle soit encore en vie, là. Ça serait plausible. Les Guilbeault, je regarde, ça vit vieux. Ça vit Ben vieux. oui. Ben 81 ans, tu sais, je veux dire, c'est très, très possible. Tout à fait. Ben oui, absolument, c'est ça. Puis... Tout à fait, puis je regarde ses parents, puis ses sœurs. Il y en a des pas mal plus âgés, même encore Ils aujourd'hui. sont toujours vivantes. Puis si c'est pas elle, ça peut être des amis, ça peut être Oui. des gens qui l'ont Quelqu'un revu, l'ont oui. fréquenté un travail, des collègues, peu importe. Des gens qui pourraient partager des tranches de vie, des moments qu'ils l'ont connus. Ben, c'est ça. Puis en même temps, ben, si elle a refait sa vie, puis que ben, moi, je voudrais pas non plus bouleverser ça, parce qu'elle a fait des choix, mais au moins avoir la chance de pouvoir l'avoir, d'avoir des réponses. D'avoir des réponses, puis de savoir, tu sais. Moi, savoir aujourd'hui, elle est vivante, c'est confirmé, c'est ça, ben, OK. Puis si elle l'est pas, ben, au moins, c'est ça, puis c'est confirmé aussi. Puis votre père, lui, comment il a vécu ça? Est-ce qu'il s'est remis vite? Façon de parler, mais est-ce qu'il a été aussi bouleversé que vous? Ou... Ben, je pense que mon père a été bouleversé très certainement. Je pense que mon père a vu ça comme un échec. Mon père n'est pas un homme d'échec dans sa vie, c'est un homme à succès. Fait que lui, à un moment donné, il a décidé qu'il tournait la page, je pense, parce que c'était mieux. Mais je vous avoue qu'à un moment donné, j'ai un couple d'amis qui ont perdu leur jeune enfant, il y avait 11 mois. Puis j'avais appelé papa en disant, ben comment on survit à ça, la mort d'un enfant. Puis mon père m'a dit, il n'y a pas une journée que je n'ai pas pensé à André. Alors, ça m'a porté à croire qu'il n'y avait peut-être pas une journée qu'il n'avait pas pensé à Françoise, mais ça, il ne l'aura pas dit. Oui, il a peut-être refoulé ça aussi. Lui, c'est peut-être ça son mécanisme de défense. On parlait tout à l'heure, tu sais, chaque personne a sa façon de vivre un drame comme ça. Il y en a que ça va être de foncer, puis d'aller, c'est ça, dans les médias, puis d'en parler, puis go. D'autres que ça va être la colère, comme on a dit, du dégoût. Ben, tu sais, tu as eu 3 enfants avec quelqu'un. Fait que tu peux pas oublier cette personne avec qui... Ben, il y en a eu 4 même. Donc, tu peux pas oublier cette personne-là. Tu peux ne plus l'aimer. Tu peux... Il y a plein de choses que tu peux dire, mais tu peux pas oublier la personne avec qui tu as eu 4 enfants. C'est impossible. Non, c'est ça. Ouais. Puis, sinon, c'est ça, si vous avez un dernier message, ben en fait, votre objectif aujourd'hui, est-ce que c'était de venir en parler? Comment ça vous vous sentez, en fait, de venir en parler pour la première fois? Puis est-ce que vous avez atteint votre objectif de la journée? Ben moi, j'espère qu'il y a quelqu'un qui sait quelque chose, qui osera dévoiler ce qu'il sait à ce moment-ci. Fait que c'était certainement, pour moi, une opportunité, parce que vous nous ouvrez une fenêtre. Puis moi, je me dis, ben, il y a une fenêtre qui s'ouvre, j'espère qu'il y a un coup de vent qui va rentrer, ou il y a quelqu'un qui va décider de dire, ben moi, je sais quelque chose, puis j'ai envie d'en parler maintenant. Tu sais, j'ai peut-être gardé moi aussi un secret pendant longtemps, puis là, j'ai le goût d'ouvrir. Ça fait 50 ans, c'est le temps d'en parler. Ben, c'est ça, un peu comme vous avez essayé de protéger votre père, peut-être que quelqu'un essaie de protéger votre mère, de l'autre côté. Aussi. Et que là, c'est enfin le temps d'en parler. Ouais, on est ouvert. Ouais. Ben, écoute, encore une fois, un gros merci d'être venu ici aujourd'hui. Je sais pas si tu avais des choses à rajouter, Joanie, mais je pense qu'on a fait... on a eu une bonne discussion, puis je suis contente qu'enfin vous avez pu... vous accepter d'en parler ouvertement au public, aux gens. Ben oui, puis on se sent vraiment choyés d'avoir été les premières à qui vous avez fait confiance, de venir ici en studio. On se le cachera pas, nous aussi, c'était notre première fois avec vous. Fait que je suis vraiment contente d'avoir vécu ça avec vous.
Vraiment, vraiment. Ouais. Merci beaucoup Merci. À vous deux. Tu sais, vous êtes des bénévoles, de s'engager dans une cause comme celle-là, puis d'y mettre tout le temps et l'énergie que vous y mettez. Moi, ça me touche profondément de savoir qu'il y a des gens qui portent notre voix aussi, qui sont intéressés par nos histoires. Ça me touche. Puis, vraiment, merci à Meurtres et Disparitions parce que ce sont des bénévoles qui sont là. Et puis, vraiment, je suis touchée, moi, qu'on se soit intéressé à nous à ce moment-ci de notre vie. Oui. C'est par hasard, en plus, que c'est Oui. arrivé. Là. Ouais, j'ai vu l'annonce, en fait, d'appartement 5. Ouais. Oui. Puis comme la fonceuse, c'est Chantal, j'ai écrit à Chantal. Chantal, avez-vous vu ça, vous autres, l'appartement 5? Puis il y a des choses qui... Mon Dieu, il y a une équipe là-dedans, puis tout ça. Fait que c'est de là que... Une belle que équipe, tout, vraiment. Très belle équipe. tout Oui. a chaviré un peu là, hein, puis qui fait qu'on fait une belle rencontre comme on fait aujourd'hui. Merci beaucoup. Ben, mon Dieu, merci à vous. Merci oui, beaucoup. merci pour ça. Merci. Avant de conclure, je voulais vous remercier d'avoir écouté ou regardé cet épisode. Plus il y a de gens qui nous écoutent aujourd'hui, plus il y a de chances qu'on apporte des réponses pour les enfants de Françoise. Et si vous avez de l'information pouvant faire avancer l'enquête, vous pouvez contacter le corps policier qui est en charge de l'enquête. L'information va être dans la barre de description. Sinon, vous pouvez communiquer avec MDEQ et si vous préférez, vous pouvez le faire de façon anonyme aussi. Puis nous, on va relayer l'information. Donc ça aussi, ça va être dans la barre de description. Ben oui, puis si vous avez des questions ou des informations à propos de l'épisode, n'hésitez pas à nous contacter par courriel. Donc, notre courriel, c'est administration@meurtresetdisparitions.com. Tout ça va être en barre d'infos. On vous invite à nous suivre sur Instagram. On a ouvert une page là, pour le podcast Intemporel Podcast. Aussi, vous pouvez nous suivre sur d'autres plateformes là, comme Spotify, Balado Québec, ainsi de suite. Tout va être dans la barre d'infos. On vous invite aussi là, à aller peut-être jeter un coup d'œil là, sur notre site Internet pour visionner peut-être les fiches de d'autres victimes qui pourraient vous intéresser. Il y en a plus d'une centaine, là, Sabrina? Oui. Donc, ça pourrait être pertinent aussi de voir les activités qui ont déjà été faites par MDQ par le passé. Aussi, si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours laisser un don. Puisqu'on survit, en fait, l'organisme survit grâce aux dons du public. Ça nous permet d'organiser des activités telles que des plongées, des fouilles de terrain, dans le but d'aider les familles puis trouver des réponses. Et sinon, un gros merci à Laurent Rioux qui a fait bénévolement nos 2 génériques, la musique de nos génériques et notre logo aussi. Donc, si vous voulez rentrer en communication avec lui pour une collaboration, il est facilement trouvable sous lo.rioux sur Instagram et ça aussi, ça va être dans la barre de description. Donc, un gros merci de votre écoute. À bientôt! Segment 4. Moi, je me rappelle de ce coucher. Ah, C'était toutou, là. Ah, ok. C'était un toutou. Tu sais, je regarde et je comprends qu'il fallait refaire le C'était l'époque, hein? C'était comme espagnol. Je suis tellement contente pour On va l'avoir. Oui,